Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Coup de projecteur sur le marché florissant des otages yazidis en Irak, une véritable source de financement pour les djihadistes de l'État islamique qui les retiennent en captivité. On vous emmènera en excursion sur les guinguettes des bords de la Marne à la découverte d'un art de vivre à la française et l'un des loisirs préférés des Français en été. Au Bangladesh, les enfants participent à la survie économique du foyer. Face à la pauvreté, la Banque centrale du pays a créé un compte spécial pour enfants travailleurs. Objectif, les inciter à épargner. Retour à Los Angeles, plus de 23 ans après les émeutes raciales qui ont secoué la Cité des Anges en avril 1992, faisant une cinquantaine de morts et des dommages matériels considérables. Ce soir, dans notre rubrique mode, détour par la maison du savoir-faire et de la création qui valorise les savoir-faire textiles français dans le cadre de son espace parisien qui accueille créateurs et fabricants. Nous irons ensuite au Cameroun. Le pays subit de plein fouet les activités de la secte Boko Haram, mais aussi l'instabilité en République centrafricaine qui engendre d'énormes pressions migratoires. C'était il y a un an, près de 5000 membres de la minorité religieuse yazidi étaient capturés par le groupe État islamique lors de son offensive contre la région de Sinjar en Irak. Depuis, leurs familles tentent de racheter leurs proches encore en vie. Plus d'1 millier d'otages ont déjà pu être libérés via des circuits commerciaux bien huilés. En effet, cette situation a créé un marché florissant, bien structuré, avec des fournisseurs djihadistes, des négociateurs kurdes et arabes, des acheteurs yazidis. Les autorités kurdes vont même jusqu'à rembourser aux familles le coût, souvent exorbitant, de ces rançons. Le correspondant de France 24, Selim El Medeb, s'est rendu à Dohuk, au nord-ouest du Kurdistan irakien. Le camp Sharia, à une dizaine de kilomètres de Dohuk. 18 000 réfugiés yazidis s'entassent ici. Parmi eux, une centaine d'ex-otages de l'organisation État islamique. Ces deux sœurs viennent d'être libérées. Elles ont retrouvé leur frère 2 jours avant notre rencontre. Tous souhaitent garder l'anonymat. 2 autres frères sont toujours aux mains des djihadistes. La sœur aînée a dû abjurer sa religion sous la torture avant d'être mariée de force à 5 djihadistes successifs. Plusieurs fois, j'ai essayé de me suicider. Pour moi, c'était une façon de m'échapper. Une seule pensée m'a permis de survivre, l'espoir de revoir ma famille et mon peuple. Son dernier mari ayant été tué au combat, la jeune femme et sa sœur ont été placées comme esclaves domestiques chez un autre djihadiste. Elles devront finalement leur liberté à la jalousie d'une femme. La première épouse du djihadiste avait vraiment peur qu'il fasse de moi sa femme. Alors je lui ai dit, j'ai de l'argent, si tu m'achètes un téléphone, je réussirai peut-être à me libérer, à disparaître. La première fois qu'elle m'a contacté sur les réseaux sociaux, j'étais fou de bonheur. Je ne pouvais pas y croire, même si elle m'écrivait son nom. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo. Quand elle m'a envoyé l'image, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pour obtenir la libération des 2 sœurs, la famille a dû donner 7 000 $ à un négociateur. Cet homme, le voici. Il se fait appeler Abou Chouja'a, Père Courage. Il affirme organiser des opérations de libération des otages grâce à sa connaissance des réseaux de contrebandiers syriens. Il ne s'éloigne jamais de ses 3 téléphones. D'accord. Rendez-vous à l'adresse que je vous ai donnée à 7h30 exactement. Respectez le plan que j'ai préparé. Prenez des photos à chaque étape et envoyez-les-moi directement. Abou Chouja'a affirme que ses contacts ne rachètent jamais directement les otages auprès des djihadistes. Ces derniers n'auraient pas le droit de revendre ce butin de guerre en dehors du cercle des combattants. Les familles doivent débourser entre 2 000 et 6 000 $ par otage. L'argent servirait à financer les opérations de ceux qui, en territoire djihadiste, mettent leur vie en danger pour les sauver. Abou Chouja'a raconte le sort de l'un d'entre eux après s'être fait prendre. Ils lui ont coupé la tête, l'ont posé sur ses genoux et l'ont laissé sur place pendant 3 jours pour que les gens puissent le voir. Puis ils ont appelé sa famille pour qu'ils viennent retirer le corps. Depuis que j'ai commencé ces libérations, ils ont tué 4 de mes contacts et un 5e a été tué dans une frappe aérienne. Le négociateur prétend avoir déjà libéré 200 personnes.
Il aurait même été contacté par une poignée de familles occidentales à la recherche de leurs enfants partis faire le djihad. Elle, c'est une Française. Mais, comme dans le cas de cette jeune Française, impossible de libérer des gens contre leur gré. Certaines familles essayent de se passer des services des négociateurs. Rodeida Omar a établi un contact direct avec les ravisseurs de sa fille. Ils lui ont envoyé plusieurs vidéos. Enceinte lors de son enlèvement, elle a accouché de cette petite fille en captivité. Son fils de 3 ans, lui, répète déjà les slogans de l'État islamique. Le djihadiste a menacé Rodeida de vendre ses petits-enfants s'il ne versait pas la moitié de la somme demandée immédiatement. Ce dernier a obtempéré, s'endettant lourdement. En vain, malgré les 8 000 $ déjà reçus, le ravisseur demande toujours la somme initiale. Vous pensez qu'il y ait pire situation dans ce monde? À ce moment-là, j'aurais préféré être mort. Contrairement à ce qu'affirme Abou Chouja, Rodeida estime que les libérations se font en payant des rançons directement aux djihadistes. Les négociateurs du côté syrien ont partie liée avec Daesh. C'est eux qui leur donnent l'argent pour les libérer. Mais ceux qui travaillent du côté irakien ne le font pas pour l'argent, mais pour des raisons humanitaires. Il y a des contrebandiers et il y a aussi des négociateurs. C'est devenu un véritable marché car ça rapporte beaucoup d'argent. Pour venir en aide aux familles, les autorités du Kurdistan ont créé un bureau des kidnappés à Dohuk en octobre dernier. L'institution rembourse les familles une fois leurs proches arrivés en lieu sûr. Nous rencontrons le haut fonctionnaire en charge du dossier. Pour lui, pas de doute, les négociateurs côté syrien achètent directement les otages aux djihadistes. Récemment, les djihadistes de l'État islamique ont commencé à vendre des femmes en place publique. En fait, depuis peu, c'est devenu une question purement commerciale. Ils font du trafic d'êtres humains. Mais les djihadistes ne sont pas les seuls à s'enrichir grâce au trafic d'otages. C'est ce que nous explique le juge Ayman Mostafa. Il dirige une autre administration de la ville de Dohuk, le bureau du génocide. Sa mission, recueillir les témoignages des victimes de l'organisation État islamique. Pour sauver toutes ces personnes kidnappées, il faut les transférer des zones sous contrôle du groupe État islamique vers des zones plus sûres où elles pourront être libérées. C'est devenu le travail de certaines personnes et notamment de gangs organisés. Certains dénoncent même des cas de corruption au sein du bureau des kidnappés. Cette secrétaire fait partie de la nouvelle équipe. La totalité des anciens employés a été licenciée il y a 3 mois. Depuis la fin du tournage de ce reportage, le journaliste a été contacté par Rodeida Omar, l'homme que nous venons de voir dans ce sujet et qui tentait en vain de racheter sa fille et ses 2 petits-enfants. L'homme a finalement réussi à les racheter grâce à l'aide du négociateur Abou Chouja. Selon ses dires, de riches donateurs auraient pris en charge les 150 000 $ exigés par le djihadiste en échange de cette libération. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause.